C'est un grand honneur, un grand plaisir d'être ici à l'Université de Genève et notamment rendant hommage à Fridtjof Nansen. Et je me suis demandé aujourd'hui qu'est-ce que je devrais vous dire. Et j'ai pensé que la meilleure façon serait d'essayer de découvrir ce que Nansen pourrait dire aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui et les problèmes d'aujourd'hui. Et alors, j'ai décidé de vous parler un petit peu de 4 grands défis et de quelques contributions que l'Europe pourrait donner pour que ces défis puissent être gérés d'une façon positive par la communauté internationale. Nous vivons dans un temps difficile, d'un monde dangereux et un monde où il y a de plus en plus le peuple en mouvement. Et si on voit ce qui s'est passé dès le commencement de l'année, la première constatation, c'est une énorme multiplication des crises. On a commencé avec la Côte d'Ivoire. Plus de 200 000 réfugiés ont croisé les frontières vers le Libéria et le Ghana. Après, c'était la Libye. À un moment donné, on a constaté qu'il y avait un exode massif, pas essentiellement de réfugiés, mais surtout de travailleurs migrants en Libye. 1,5 million ont croisé les frontières et nous avons engagé l'Organisation internationale des migrations, travaillant ensemble pour lancer un grand programme d'évacuation humanitaire. Après la Syrie, l'Yémen, le rapport complexe entre le Soudan et le Sud du Soudan et les événements tragiques auxquels nous avons assisté pendant les dernières semaines et le drame humanitaire le plus tragique de notre temps, le Corne de l'Afrique, la Somalie, cette combinaison affreuse d'un conflit avec la famine et la sécheresse. Eh bien, cette multiplication de crises a engendré 750 000 nouveaux réfugiés et un nombre pas connu de personnes internement déplacées dans des conditions absolument tragiques dans la plupart des situations que j'ai décrites. Et ce qui est impressionnant pour moi, ayant vécu l'expérience du monde bipolaire, après ayant vécu l'expérience du monde unipolaire, quand j'étais Premier ministre, c'était vraiment le climax du pouvoir américain à la fin des années 90. Et je me rappelle que la volonté du président des États-Unis a été décisive pour que la communauté internationale s'engage au Kosovo, en Bosnie ou au Timor oriental. Maintenant, on vit dans un monde qui n'est plus bipolaire, qui n'est plus unipolaire, mais qui n'est pas encore multipolaire. C'est un monde un peu chaotique, avec des rapports de force difficiles à comprendre et où on a l'impression qu'il n'y a personne en charge. Et alors, ce qu'on constate, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire, les crises émergent là où elles ne sont pas attendues et sans respecter les règles d'une logique de gouvernance ou au moins de répartition de pouvoir à l'échelle internationale. Nous sommes dans un monde en transition qui est devenu vraiment relativement chaotique et qui fait que les crises se multiplient et engendrent des conséquences humanitaires absolument dramatiques, hors mesure avec les capacités de réponse de la communauté internationale. Mais deuxième défi, à la mesure où on assiste, ou en même temps qu'on assiste à cette multiplication de nouvelles crises, les vieilles crises ne meurent pas. L'Afghanistan y est. J'ai été il y a 2 semaines à Kandahar en visitant nos collègues après les tragiques événements où 3 de nos collègues ont été tués. Et quand on parle avec les gens, on ne voit pas de solution immédiate. La guerre traîne pendant des dizaines d'années. La Somalie, la même chose, plus de 20 ans de crise. Les réfugiés sahraouis sont là dès 1973. La situation en RDC est aussi menaçante qu'il y a 3 ou 4 ans. Nous aurons les élections dans les jours à venir et il y a beaucoup de craintes que ces élections puissent engendrer une nouvelle crise. D'ailleurs, malheureusement, les élections qu'il y a une quinzaine d'années étaient la solution, sont devenues dans beaucoup de pays le problème. C'est après les élections que tout recommence. Alors, comme les vieilles crises ne terminent pas,
non seulement nous avons plus de réfugiés et de personnes déplacées internement, mais on ne trouve pas facilement des solutions pour les anciens réfugiés. Et la situation est devenue de plus en plus une situation de réfugiés de longue durée qui représente maintenant 70% des réfugiés dans le monde. Pour vous donner un exemple, pendant les 2 dernières décennies, l'HCR aidait à peu près en moyenne 1 million de personnes à rentrer chez eux en dignité, en sécurité, d'une façon volontaire. Pendant les 2 dernières années, seulement 200 000 chaque année. Parce que les grandes opérations de retour, qui avaient été permises par la stabilisation de quelques pays, sont maintenant menacées par le regain d'insécurité à lequel on assiste en Afghanistan, au sud du Soudan ou en République démocratique du Congo. Multiplication de nouvelles crises, premier défi, de nouveaux réfugiés un peu partout, les vieilles crises qui continuent, deuxième défi, des situations de réfugiés qui sont de plus en plus de longue durée et où les solutions ne sont pas en vue. Mais troisième défi, le réfugié tel qu'il est défini par la Convention de 1951 est devenu d'une certaine façon une rareté. Il y a de plus en plus d'autres motivations au déplacement forcé des gens qui c'est très difficile à concevoir dans le cadre de la Convention de 1951. La Convention a démontré une énorme capacité d'adaptation. Ce n'est pas seulement la persécution politique, c'est la persécution culturelle, religieuse. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont auxquelles le statut de réfugié est octroyé parce qu'elles étaient victimes d'oppression familiale dans un pays où l'État ne pouvait pas les protéger. Nous avons tout le domaine extrêmement important de la protection dans les situations, je vais dire les lettres en anglais, LGBTI, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais toutes les situations de préférence sexuelle, etc., qui engendrent aujourd'hui des situations de persécution extrêmement dures. On a vu récemment des condamnations à mort pour des activités liées à la préférence sexuelle. Et là, il y a maintenant une conscience aiguë dans un grand nombre de pays qu'il faut octroyer le statut de réfugié aux victimes de ces persécutions. Il y a envers les victimes de conflits différentes jurisprudences. En Europe, en général, on octroie protection subsidiaire. En Afrique, en Amérique latine, on octroie le statut de réfugié. En tout cas, ça, on peut dire, on est encore dans le cadre des personnes protégées par la Convention de 1951 ou par les instruments autour de cette Convention se sont développés dans le droit international. Mais ce que nous assistons aujourd'hui, c'est à une interaction de plus en plus active entre les méga-tendances globales, augmentation de la population, maintenant 7 milliards, on sera 9 milliards en 2050, urbanisation, 50% de la population du monde vivent dans les villes, en 2050, 70%. Changement climatique, peut-être l'élément qui définit d'une façon plus précise les drames d'aujourd'hui et les défis d'aujourd'hui. Insécurité alimentaire, 1 milliard de personnes ont faim. Problème de rareté de l'eau, 1,5 milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Question d'insécurité énergétique. Toutes ces méga-tendances sont de plus en plus interliées, elles se renforcent mutuellement, quelquefois elles engendrent des conflits et elles forcent des gens à s'enfuir. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Somalie, c'est très difficile de dire si les gens qui croisent la frontière du Kenya sont des gens qui sont en train de s'enfuir du conflit entre Shabab et le gouvernement de transition, ou si c'est la famine, ou si c'est la dégradation environnementale de ces villages. Alors,
vraiment, il y a une situation nouvelle où la distinction entre les migrants qui traversent une frontière parce qu'ils veulent, et c'est quelque chose qu'on doit respecter, une vie meilleure. Il y a plus de 30 000 Portugais à Genève. Les migrants et les réfugiés qui croisent une frontière parce qu'ils fuient la persécution, cette distinction qui était claire, maintenant est devenue bien moins claire. Il y a de plus en plus des gens qui sont forcés à se déplacer, qui ne peuvent plus rester là où ils vivent et qui ne sont pas considérés des réfugiés parce qu'elles ne sont pas victimes de persécution. Ils n'ont pas une bien fondée peur de persécution. C'est ce mélange de tendances dans un monde qui est devenu de plus en plus petit, où il y a pour la première fois dans l'histoire des limitations physiques au développement, et où notamment les changements climatiques, face auxquels malheureusement la communauté internationale révèle une énorme impuissance pour prendre les décisions politiques nécessaires, les changements climatiques sont peut-être le facteur accélérateur le plus important et le plus grave. Alors, il y a maintenant un problème de lacune dans les régimes de protection face à ces nouvelles formes de déplacement forcé qui ne sont pas prévues dans le cadre des instruments juridiques internationaux, sauf dans ce qui est la panoplie des instruments des droits de l'homme en général. Et c'est un défi essentiel pour nous. Comment combler ces lacunes? Comment déclencher des initiatives de coopération à l'échelle internationale pour que ces gens qui sont forcés à se déplacer dans des circonstances quelquefois tragiques, il faut rappeler la Méditerranée ou le golfe d'Aden, puissent avoir accès à des mécanismes efficaces de protection internationale. Et finalement, quatrième défi, tout ça se passe dans un cadre de rétrécissement de l'espace humanitaire. Il y a de plus en plus de difficultés d'accès à beaucoup des populations affectées. Et pour différentes raisons. Il y a une raison sécuritaire. Les travailleurs humanitaires qui étaient protégés, qui étaient respectés dans quelques environnements sont devenus incibles. Et incibles pour des raisons politiques. En même temps, la nature des conflits change. Il y avait des guerres entre pays ou des conflits à l'intérieur d'un pays entre un gouvernement et un groupe rebelle. Maintenant, les choses sont bien plus diversifiées. Il y a dans le même scénario géographique une armée nationale, des forces internationales, des groupes rebelles politiques, des milices ethniques, des milices religieuses et des bandits. Et quelquefois, on est bandit le matin et on appartient à une milice l'après-midi. Et tout ça engendre une situation où l'imprévisibilité en matière de sécurité pour les acteurs humanitaires est devenue très, très préoccupante. Et même quand les acteurs humanitaires respectent les principes d'indépendance, de neutralité, d'impartialité qu'il faut respecter, qui sont sacrés pour nous, ce n'est pas toujours évident que ces principes soient reconnus par les acteurs, notamment ces acteurs, je dirais, moins formels, qui aujourd'hui sont présents dans les situations de conflit auxquelles nous faisons face. Deuxième raison, le rétrécissement de l'espace humanitaire par des décisions des gouvernements qui limitent l'accès des acteurs humanitaires à des morceaux de leur territoire où, pour des raisons politiques, ils ne veulent pas la présence d'étrangers, d'observateurs, enfin de gens qui pourraient donner un témoignage que ces gouvernements considèrent négatif face à ce qui se passe dans ces régions. On a beaucoup discuté le Darfour, mais il y a aujourd'hui un grand nombre de situations géographiques où ce sont les gouvernements eux-mêmes qui ne permettent pas l'action des acteurs humanitaires dans une logique où il faut reconnaître l'agenda des droits de l'homme perd du terrain face à l'agenda de la souveraineté nationale. Et finalement, les situations où il est difficile de distinguer la présence humanitaire de la communauté internationale de la présence militaire de la communauté internationale. Et c'est pour ça qu'au sein des Nations Unies, par exemple, je suis très fortement en faveur du besoin, dans les situations où
les Nations Unies sont impliquées dans un conflit, ou bien par les forces des Nations Unies, ou bien en appuyant, pour des décisions du Conseil de sécurité, d'autres forces, par exemple l'OTAN en Afghanistan, à mon avis, il est absolument essentiel dans ces circonstances de garantir l'autonomie de l'espace humanitaire et d'éviter l'intégration structurelle des actions onusiennes, parce que si on ne le fait pas, c'est évidemment très difficile pour les populations de faire la distinction entre celui qui est là dans le PRT, je ne sais pas si on dit PRT en français, PRT, les actions que les armées mènent pour gagner les hearts and minds, les cœurs et les cerveaux des gens, de l'action humanitaire elle-même, qui se fait en fonction des besoins des gens et non pour des raisons ou pour des motivations politiques. Tout ça, et c'est le quatrième défi, tout ça engendre un rétrécissement de l'espace humanitaire qui rend notre vie de plus en plus difficile dans l'accès aux gens qui ont besoin de l'assistance et de la protection et dans l'efficacité de cette assistance et de cette protection. Bon, dans ce cadre, qui est un peu un cadre préoccupant, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Bon, la première chose que je demanderai à l'Europe, c'est un débat rationnel sur les mouvements de population, et notamment les mouvements migratoires. Et malheureusement, ce qu'on assiste aujourd'hui en Europe, c'est que ce débat est devenu plusieurs fois un débat strictement émotionnel et irrationnel. Je crois que, en tant que HCR, je ne suis pas européen, on doit être global, mais quand j'arrive à la maison, je retrouve mes origines européennes et je suis fier de la contribution que l'Europe a donnée à la civilisation universelle avec l'illustration et les valeurs de l'illustration, la primauté de la raison, la valeur de la tolérance. Et c'est pour moi très préoccupant de voir que dans le débat politique et social en Europe, on est loin de la pratique des valeurs de l'illustration quand on discute les mouvements de population. Et on le discute beaucoup de fois basé sur la peur, sur des émotions qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a des problèmes, il y a naturellement des questions qu'il faut résoudre, des questions d'intégration par exemple, mais reconnaissons les faits. L'Europe a besoin d'immigration, un besoin vital, démographique d'immigration. J'ai la famille à Lisbonne, mon père est décédé il y a 2 ans, il avait 95 ans, c'était une dernière année très difficile, ma mère 88 ans, et nous avions toujours chez nous, quand mon père revenait de l'hôpital, quelqu'un, enfin pas un infirmier ou une infirmière à 100%, mais quelqu'un qui était capable de gérer les soins de santé de mon père, en rotation permanente. Et des 7 personnes que j'ai connues en visitant mon père dans les week-ends à Lisbonne, seulement 2 étaient portugaises. Je suis sûr qu'ici à Genève, il n'y aurait pas aucun Suisse, et qu'à Paris, il n'y aurait pas de Français, et à Londres, il n'y aurait pas d'Anglais. Et dans un monde, dans une Europe où les indices de fertilité sont de 1,3, 1,4, 1,5, et où il y a un vieillissement de la population qui est évident, penser que l'Europe peut vivre sans immigration, c'est à mon avis un absurde. Mais il faut le reconnaître et après, il faut organiser et ménager les mouvements de population qui peuvent répondre et aux besoins des gens et aux besoins d'un continent où les mouvements migratoires sont, en mon opinion, même si ça ne correspond pas à l'exercice de mon mandat, une partie de la solution et pas une partie du problème. Et on dit ça, naturellement, il y a toute une série de questions qu'on doit organiser pour faire que cette intégration des mouvements migratoires soit harmonieuse dans nos sociétés. Si on aurait en Europe un débat rationnel, même si naturellement, aujourd'hui, la raison doit être perméable aux émotions, mais un débat rationnel sur les mouvements de population, la protection de réfugiés serait bien facilitée dans notre continent. La deuxième chose que je demande à l'Europe, c'est l'accès des demandeurs d'asile au territoire européen et la possibilité que ces demandeurs d'asile aient une considération juste de leurs demandes. Et ce que nous assistons, c'est à la multiplication des mécanismes qui rendent l'accès
aux territoires difficiles ou même impossibles, en savant que malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, les demandeurs d'asile, les immigrés, les victimes de trafic, quelquefois voyagent, parcourant les mêmes chemins et sous l'empire des mêmes passeurs, des mêmes trafiquants qui les soumettent aussi à des violations tragiques des droits de l'homme. Troisième chose que je demanderai à l'Europe, c'est une harmonisation des politiques d'asile. Nous vivons dans un espace Schengen où tout le monde peut circuler librement. Eh bien, dans cet espace Schengen, si on est somalien et si on présente une demande d'asile, on a une chance d'être reconnu comme ayant besoin de protection qui va de 3% à 90% dans les différents pays de l'espace. Bon, ça engendre une dysfonctionnalité totale du système européen d'asile, ça engendre énormément de mouvements secondaires, ça engendre des lacunes de protection évidentes et ça engendre aussi une injustice vis-à-vis les pays qui sont les plus généreux dans la définition de ceux qui sont des réfugiés qui méritent la protection. Une autre chose qu'on demanderait à l'Europe, une plus active politique de réinstallation. Nous avons un grand nombre de réfugiés qui vivent pendant des années dans des camps, dans des circonstances particulièrement difficiles et qui sont particulièrement vulnérables et qui ont des besoins, des nécessités auxquelles il faut faire face et pour lesquels il n'y a pas de solution dans les pays d'asile, de premier asile. L'Europe représente à peu près 1/10 des opportunités de réinstallation dans le monde. Ces opportunités sont absolument essentielles, notamment dans un cadre où, comme j'ai dit au commencement, les solutions ne sont pas facilement disponibles. Il y a un débat intéressant au sein de l'Union européenne sur un programme européen de réinstallation, mais parlons franchement, les choses vont très lentement et d'une façon très réduite. Nous avons dans la frontière entre la Libye et la Tunisie et dans la frontière entre la Libye et l'Égypte quelques 5000 demandeurs d'asile qui viennent de l'Érythrée, qui viennent de la Somalie, des problèmes où le retour chez eux n'est pas possible. Et pour ces 5000, l'Europe n'a offert que 800 opportunités de réinstallation. Ça vous donne une idée face au grand mouvement de population auquel on assiste. Ça vous donne une idée de la dimension relativement réduite des opportunités offertes dans le cadre de la réinstallation en Europe. Et finalement, la dernière demande serait une solidarité accrue des pays européens face aux besoins de l'action humanitaire dans le monde, sachant que 80% des réfugiés dans le monde vivent dans des pays en développement où il y a énormément de difficultés pour leur garantir la dignité et la satisfaction de leurs besoins en protection et en assistance. Mais il faut aussi dire que cette année nous a prouvé que, comme Fridtjof Nansen voudrait, l'ouverture face aux besoins des réfugiés persiste dans le monde. Face à la crise de la Côte d'Ivoire, Libériens, Ghanéens, Togolais ont maintenu leurs frontières ouvertes. Tous ceux qui ont sorti de Libye ont été reçus en Tunisie et en Égypte. Tous ceux qui ont sorti de la Syrie ont été reçus au Liban et en Turquie. Tous ceux qui ont sorti de la Somalie ont été reçus au Kenya, au Djibouti, en Éthiopie et au Yémen. C'est-à-dire, surtout dans les pays du monde en développement, on a assisté à une politique de frontières ouvertes qui est la première condition de protection des réfugiés. Il y a des raisons aussi pour être optimiste. Il y a encore dans le monde la volonté de garantir aux gens qui fuient la guerre, qui fuient la persécution, la protection à laquelle elles ont droit. Merci.
Merci, Monsieur le Haut-Commissaire. Et je vous propose maintenant de passer à la partie interactive de questions et de réponses. Et j'ouvre la discussion. Il y a des micros qui vous seront passés dans la salle et je vous demande d'attendre que le micro vous arrive pour que tout le monde bénéficie de la question. Je commencerai peut-être très simplement par une question d'une généralité absolue. Vous avez dit « nobody's in charge » dans le monde aujourd'hui. Quelle perspective voyez-vous? Est-ce que vous espérez que l'Organisation des Nations Unies va pouvoir take charge? Je suis un multilatéraliste, j'ai toujours été un multilatéraliste, mais il n'y aura pas de véritable multilatéralisme sans une véritable multipolarité. Et nous sommes loin d'avoir cette véritable multipolarité. Et les Nations Unies ne peuvent pas faire, dans le cadre de la protection de la paix et de la sécurité dans le monde, que ce que les États membres leur permettent. Et ce qui est, à mon avis, très évident aujourd'hui, c'est que trouver un mécanisme de gouvernance qui soit efficace et capable de réunir le consensus des éléments clés de la communauté internationale pour une garantie effective de la paix et de la sécurité et pour l'exercice de la responsabilité de protéger, à mon avis, ces conditions ne sont pas remplies. On a eu en Libye une décision du Conseil de sécurité qui a permis une intervention, mais on voit déjà qu'il y a deux interprétations sur ce qui s'est passé. Il y a des États qui disent que ce qui s'est passé a correspondu exactement à la décision du Conseil, et des États qui ont dit on nous a trompés parce qu'on a fait une autre chose. Et maintenant, on voit que le Conseil sera probablement paralysé pour n'importe quelle autre situation similaire dans les mois ou les années à venir. Alors, à mon avis, comme les règles ne sont pas claires, il n'y a pas d'autocensure. Il y a un certain sentiment d'impunité. Et c'est-à-dire les gens fassent des choses parce qu'ils pensent qu'elles peuvent les faire, parce que les règles ne sont pas claires. Et comme les mécanismes de réponse sont aussi paralysés, c'est ça ce qui me donne cette impression que nobody's in charge. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette multiplication de crises et à une incapacité de leur répondre. Et à mon avis, la Libye est l'exception qui justifie la règle et non la nouvelle règle qu'on va trouver. Madame Laufer, derrière vous. Pardon? Je peux? Pardon, est-ce que c'est possible de demander ma question en anglais? Yes. A couple of years ago, there were many abuses of refugees in UN camps by UN peacekeepers. I wanted to ask, in your opinion, what impact has this had on the credibility of UN peacekeeping missions, and how did you personally react to this, or think the UN should react to this? It's not only peacekeepers, it's other agents of the international community and even of humanitarian organizations. We ourselves had to deal at a certain moment with situations of abuse. Now, the Secretary General has expressed a very clear zero-tolerance policy, and we in our organization are very keen on making sure that that zero-tolerance policy is applied. It's not always easy, and one can understand that the key is in the effective training of those that are involved in these missions, and sometimes because of the needs that emerge from urgency and things of the sort, it's not always possible to make sure that all the agents that we have at our disposal for both peacekeeping action and humanitarian action are all perfectly in line with our concerns. That only creates an increased responsibility to enhance training, to enhance monitoring, to enhance control, and to make sure that those that misbehave are punished. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Comme vous avez dit, vous avez parlé de l'Europe et comment la migration, les mouvements de population allaient accroître et il allait avoir vraisemblablement beaucoup plus de migrants en Europe. Moi, je suis intéressé au niveau de la santé publique, au niveau de l'accès à la santé.
Jusqu'au niveau de l'accès à la santé. Donc, health access. Et donc, jusqu'à maintenant, en Europe, pour les demandeurs d'asile, pour les immigrants illégaux, l'accès à la santé est très difficile. Et je voulais savoir si ça fait partie de votre plan d'essayer de voir comment la santé publique ou UNHCR peut trouver des solutions face à ce problème, car ça va devenir un problème de santé assez grand pour la tuberculose, pour d'autres communicable diseases. Merci. Il y a là deux domaines, un domaine à l'intérieur de l'Europe et un domaine dans des situations sur le terrain où quelquefois les défis sont extrêmement difficiles. Par exemple, on a maintenant une crise de choléra à Dadaab à cause des pluies et de l'insécurité qui ne permet pas aux agents humanitaires d'aller partout là où il le faut. En ce qui concerne les pays d'asile, la plupart des pays d'asile en Europe garantissent aux réfugiés reconnus les mêmes droits des citoyens. Mais beaucoup d'entre eux gardent pour les demandeurs d'asile un régime qui est un régime encore douteux, je dirais. Et ça, c'est une question très importante dans notre plaidoyer. Et c'est aussi, il faut le reconnaître, une question importante dans les initiatives de la Commission européenne pour l'amélioration des directives. Malheureusement, ces initiatives connaissent maintenant beaucoup de réticences de la part des États membres. C'est-à-dire, on va très lentement dans ce domaine. Et c'est là que je crois que le débat européen devrait être un débat un peu plus ouvert et généreux. Je suis Cornelio Sommaruga, un homme du passé. Je voudrais, Monsieur le Haut-Commissaire, tout d'abord vous remercier pour cet extraordinaire exposé et aussi pour la façon de le faire. On vous connaît, mais c'était un plaisir. Vous avez fait une allusion à plusieurs reprises au problème des changements climatiques et de l'immigration, émigration qui en est la conséquence. Je voudrais savoir si des travaux de caractère juridique pour préparer une convention qui puisse reconnaître le statut de réfugié ou je ne sais pas, peut-être d'autres termes à trouver pour ces mouvements de population qui ont déjà commencé, mais qui risquent de devenir toujours plus importants. Merci. Merci bien de votre question. Les temps ne vont pas très favorables aux nouveaux instruments, aux nouvelles conventions, comme vous le savez. Il y a beaucoup de réticences des États à s'engager à la création de nouveaux instruments. Bon, quelle est notre stratégie inavouable? On essaie de, premièrement, attirer l'attention sur les lacunes de protection qui existent maintenant et dont ce n'est pas seulement les changements climatiques, c'est l'ensemble de ces méga-tendances que j'ai mentionnées et où les changements climatiques sont le principal facteur d'accélération. C'est-à-dire, on a eu toujours des désastres naturels, mais maintenant, ils sont plus fréquents, plus intenses, plus dramatiques. C'est pour ça que quelquefois c'est un peu, je dirais, artificiel de dire combien de personnes est-ce que le changement climatique va déplacer, parce que ce n'est pas seulement le changement climatique, c'est l'ensemble de ces situations pour lesquelles il n'y a pas une réponse coordonnée à l'échelle mondiale. On fait des sommets sur l'alimentation, on fait des sommets sur les changements climatiques, on fait des sommets sur la population, mais il n'y a pas une capacité de voir les grands mouvements, les grandes tendances dans son ensemble. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui sont forcés à se déplacer à cause de ces situations et qui ne sont pas reconnus au niveau de la Convention de 51. Premièrement, l'écrasante majorité de ces déplacements se fasse à l'intérieur des frontières des pays. Et alors, on est dans le cadre des personnes internement déplacées, où heureusement, il y a un instrument qui est de soft law, mais qui est important, qui sont les lignes directrices sur le déplacement intérieur, qui ont été approuvées aux Nations Unies, qui ne sont pas droit international, mais qui donnent un certain nombre d'orientations et qui ont été, pour la première fois, intégrées dans le droit international dans le cadre de la Convention africaine pour les personnes internement déplacées.
Mais après, il y a les gens qui croisent les frontières. Et pour les gens qui croisent les frontières, pour le moment, ils sont traités comme des immigrés, tout court, ce qui ne correspond pas à la réalité. Ce que nous essayons, c'est dans le cadre de la conférence intergouvernementale qu'on aura ici à Genève dans 2 semaines pour commémorer les anniversaires, l'anniversaire de Fridtjof Nansen, mais aussi l'anniversaire de la Convention de 51 et de la Convention de 61 sur la réduction de la patrie. On va essayer de convaincre les États à la possibilité d'initiative des États pour des progrès dans ce domaine. Quel type de progrès? Je mentionnerai 2. Avoir une idée similaire à celle de Walter Kelland pour les lignes directives pour le déplacement interne et voir s'il y a la disponibilité des pays pour qu'on puisse avoir, avec le même caractère de soft law, un instrument international avec quelques principes directeurs pour la protection des gens qui sont victimes de déplacements forcés dans ces conditions. Et deuxième, essayer d'avoir une perspective d'harmonisation des législations de protection temporaire que quelques pays ont déjà pour les victimes, par exemple, des désastres naturels. Alors, il y a des pas qu'on peut essayer, mais il faut pour le moment tâtonner parce que, comme je vous disais, l'environnement international n'est pas très favorable à la création de nouveaux instruments. Et la possibilité de revoir la Convention de 51, à mon avis, serait suicidaire parce qu'on terminerait avec une convention moins forte pour la protection des gens que la convention qu'après la Deuxième Guerre mondiale a été possible. Bonjour. Avec les demandes que vous avez faites à l'Europe, il y en a une que je ne comprends pas très bien. C'est celle qui est d'asseoir les droits fondamentaux dans les pays où il y a des réfugiés que vous demandez à l'Europe. C'est-à-dire qu'avec la raréfaction des ressources humaines que j'appellerais primaires, c'est-à-dire la nourriture, l'eau, vous demandez à l'Europe d'assurer des droits fondamentaux à ces pays, alors qu'en matière, il faudrait quand même avoir des objets, c'est-à-dire il faut avoir des ressources pour pouvoir leur assurer ces droits fondamentaux, qui sont de pouvoir se nourrir, je ne sais pas, et ainsi de suite. Et je ne comprends pas comment vous voulez pouvoir assurer ces droits fondamentaux avec justement la crise à laquelle on fait face. La crise financière? Non, pas financière. Je veux dire, vous avez cité plein de crises que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la raréfaction de l'eau, la raréfaction de la nourriture, l'augmentation de la population exponentielle et ainsi de suite. Et je ne comprends pas comment c'est possible d'assurer des droits fondamentaux à toutes ces personnes avec ces problèmes-là. Et cette demande que vous faites juste à l'Europe, je comprends pas. À mon avis, la première chose qui nous manque, c'est une stratégie internationale intégrée et efficace pour faire face à la combinaison des problèmes que vous avez mensitionnés. Par exemple, les questions de population ont été un peu mises à part. On a eu une certaine je dirais, préoccupation avec notamment des expressions religieuses, etc. Et aujourd'hui, tout le thème des questions de la croissance de la population sont un peu, enfin, je ne dirais pas mis à côté, mais attirent moins d'attention. En ce qui concerne les changements climatiques, on est dans vous savez très bien, la situation il n'y a pas de bonne perspective pour arriver à un accord effectif en matière de mitigation, en matière de réduction d'émissions. Et les contradictions restent, on va de sommet en sommet. Il y a quelques progrès, mais la question clé n'est pas résolue. En même temps, il faudrait renforcer énormément l'appui à l'adaptation. Et ça, c'est une question essentielle pour ce que vous mentionnez. L'appui massif à l'adaptation pour que les pays du Sud puissent résister mieux à l'impact déjà inévitable des changements climatiques est, à mon avis, absolument essentiel. Pour augmenter la resilience, en français, la résilience des populations, des communautés, pour que l'impact des désastres naturels et des autres changements puisse être mieux absorbé par les populations. Et après,
il y a lié à tout ça toutes les questions relatives à la sécurité alimentaire et à la gestion de l'eau, où, une fois de plus, on fait des progrès très réduits. Ce qui nous manque, c'est un mécanisme de gouvernance globale qui puisse mettre en valeur toutes ces questions, les voir ensemble et créer des mécanismes de coopération internationale efficaces pour qu'on puisse les adresser. Mais parlons franchement, une des questions difficiles dans le monde d'aujourd'hui, c'est de faire accepter aux États des mécanismes de gouvernance à l'échelle globale qui puissent mettre en cause la souveraineté d'une certaine façon. Vous voyez ce débat en Europe, le débat permanent entre les institutions européennes et les institutions nationales, et par exemple le débat actuel sur la réponse à la crise financière. Est-ce qu'on peut ou pas utiliser la Banque centrale européenne pour faire... ce débat est en permanence un débat sur le terrain, mais je dirais que si on regarde les grandes réformes nécessaires à la gouvernance mondiale, on piétine. Merci. Monsieur le commissaire, merci pour votre présentation. Et puisque vous avez mentionné le fait qu'il y a pas mal de situations humanitaires en crise encore, une de ces situations très anciennes, c'est la situation colombienne. Quelle est la solution pour ce genre de situations humanitaires en crise? Aussi, on les laisse faire aux pays comme l'Équateur, comme les pays de la région, en ouvrant les portes tous ces problèmes humanitaires qui viennent à se régionaliser pratiquement. Ou on les laisse traiter en tant que protracted refugee situation. Merci. La situation de la Colombie est une situation particulièrement intéressante, avec un très haut niveau de déplacement interne, peut-être 2-3 millions de personnes, et avec un nombre significatif de réfugiés dans les pays autour. Mais je crois qu'il y a une évolution très intéressante en Colombie. Premièrement, en Colombie, il y a un encadrement institutionnel qui est très fort. La Cour suprême a pris des décisions très importantes sur les droits des personnes déplacées et a forcé le Parlement et le gouvernement à adopter un certain nombre de mesures législatives et à augmenter énormément les budgets d'appui à ces populations. Deuxièmement, l'actuel gouvernement a approuvé 2 lois qui, à mon avis, ont une importance stratégique fondamentale. C'est la loi sur la dévolution des terres et la loi sur l'indemnisation des victimes. Des lois qui vont créer aussi d'énormes problèmes de concrétisation sur le terrain. En tout cas, il y a aujourd'hui en Colombie une approche pro-droits de l'homme qui représente une évolution extrêmement positive de mon point de vue. Mais il y a la question du conflit qui subsiste avec les FARC et les nouveaux acteurs qui proviennent des anciens paramilitaires. Et après, il y a toute la question de trafic de la drogue et les implications entre les deux choses. Et il y a aussi le fait que la Colombie, du point de vue géographique, on peut distinguer une Colombie centrale, qui est aujourd'hui un pays riche et un pays qui fait des progrès remarquables du point de vue économique, et une Colombie périphérique où la présence de l'État lui-même n'est pas encore suffisamment garantie, où il y a des différences de développement et de revenus gigantesques. C'est-à-dire, il y a vraiment 2 Colombies, et là, il y a tout un travail
d'équité pour le développement économique, qui est un défi gigantesque pour le pays et qui, à mon avis, va prendre beaucoup de temps. Alors, nous sommes optimistes dans le sens que nous voyons beaucoup de mesures positives être mises en place, mais le défi reste un défi gigantesque et nous croyons que l'humanitaire restera au centre des préoccupations en ce qui concerne l'évolution de la Colombie dans les années à venir. Avec les réfugiés qui sont surtout en Équateur, en Venezuela, un petit peu en Panama, on travaille d'une façon très assidue avec les gouvernements. Je dirais qu'en général, l'attitude de ces gouvernements est très ouverte. Et ce qui est aussi nouveau, c'est qu'avec le nouveau président colombien, il y a maintenant un dialogue très positif entre la Colombie et les pays voisins qui, à mon avis, nous donne des perspectives positives pour une solution à terme de ces problèmes de déplacement. Je vous propose de prendre une dernière question, si vous le voulez bien, madame. Oui, merci de m'accorder la parole. Ma question concerne parmi les 4 défis dont vous avez évoqués. Vous avez parlé des les vieilles crises qui ne meurent pas. Les vieilles crises qui ne meurent pas. Les vieilles crises qui meurent. Oui. Là, moi, je vais partir de mes origines. Oui, je reconnais l'aide que l'Europe accorde vraiment aux pays en voie de développement, mais je voudrais demander s'il n'y aurait pas un autre moyen pour vraiment aider, pour pouvoir aider les pays en voie de développement, parce que la plupart de ces déplacés forcés ou quoi, c'est lié à la crise, je crois, à la sécurité alimentaire. Mais maintenant, c'est devenu un enjeu politique. Les aides qu'on accorde aux réfugiés, je crois, ça profite aux autorités politiques, je crois, dans les pays du tiers-monde. Et puis, cela se fait qu'on a toujours des guerres. Il y a des gens qui ne veulent pas que les crises se terminent. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a toujours des guerres qui disparaissent. Et après, avant, on disait qu'il faut qu'il y ait la démocratie. Moi, j'ai regardé dans mon pays, il y a eu des élections démocratiques. Mais 3 mois après, on a eu encore des guerres. Et jusqu'à maintenant, c'est le même cas. Je ne voudrais pas parler de mon pays, mais dernièrement, le président il était venu ici. On sait qu'il y a des gens qui meurent chaque jour, qui se déplacent. On lui a posé la question, mais pourquoi, monsieur le président, pourquoi on a toujours des gens qui meurent, d'autres qui se réfugient? Il a dit toujours, maintenant, il y a très peu de personnes qui meurent, mais ça a été toujours le cas. Mais je sais qu'en principe, il est le responsable. Je ne vais pas le culpabiliser, mais quand même, c'est la politique. Je sais qu'il est responsable de ça. Et j'aimerais vraiment, si vous voulez aider les pays en voie de développement, qu'on passe par une autre voie, je crois, d'une façon privée, en créant des entreprises pour aider les populations en général dans les pays du tiers-monde, la population elle est rurale. Si on crée des entreprises ou des caisses pour aider ces populations, ça c'est difficile pour les dirigeants d'aller convaincre les gens d'aller dans la forêt pour mener les rébellions. Par exemple, au regard de le cas du Congo, c'est un pays riche. Je vous propose de laisser M. Guterres tenter de répondre. Bon, il y a des choses évidentes. La guerre est une affaire lucrative, non? Et ça, c'est un des éléments qui font que les guerres ont une certaine tendance à se multiplier. Les ventes d'armes sont un des aspects les plus importants pour ces mécanismes. Après, il y a des ressources naturelles. Si je me rappelle de la crise en République démocratique du Congo, une des raisons pour lesquelles la crise de la République démocratique du Congo est plus difficile à résoudre, c'est parce que beaucoup de ces groupes, finalement, se partagent des ressources naturelles importantes et le font en complicité avec les acteurs internationaux.
Alors, il y a un certain nombre de situations qui font qu'il y a des intérêts pour maintenir des États en conflit. Et on dit ça, c'est aussi vrai qu'il y a des responsabilités à l'intérieur des pays eux-mêmes, et que les leaders des pays ont la responsabilité de trouver des solutions politiques à leurs problèmes, et que la communauté internationale doit s'engager d'une façon positive. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ce que je ne crois pas, c'est que le fait qu'on puisse donner de l'aide humanitaire à des personnes qui sont victimes dans des situations tragiques, comme celles qu'on connaît dans des pays que j'ai mentionnés, cette aide soit en elle-même un facteur de manutention des conflits. Ça, je ne le crois pas. Probablement, dans quelques circonstances, ici et là, on pourra avoir des complicités où l'aide humanitaire est manipulée politiquement, mais en général, l'expérience que j'ai en ce qui concerne les agences onusiennes, le système ou la famille de la Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et la plupart des ONG, enfin les plus actives et les plus importantes au niveau international, ont beaucoup de préoccupations pour éviter l'instrumentalisation de leur action sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'ici et là, il n'y ait pas des problèmes, mais je ne crois pas que ce facteur soit un facteur décisif. Ah, le trafic des armes, les intérêts économiques, etc., là, je crois, là, il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, c'est la politique de coopération au développement, ce n'est pas l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, en général, est distribuée sur le terrain aux gens qui en ont besoin. La coopération au développement se fait normalement par le biais des accords inter-États. Et là, on pourrait beaucoup discuter sur la coopération au développement. Mais ça ne s'applique pas à l'action, par exemple, menée par une organisation comme la mienne, ou comme le CICR, ou comme d'autres agents humanitaires qui ont une énorme préoccupation de garantir que leur aide s'adresse aux gens qui en ont besoin. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire. J'aimerais, au nom des organisateurs, au nom de l'Académie de droit humanitaire, au nom de la Fondation Pro-Genève, au nom du Club diplomatique de Genève, évidemment de l'Université de Genève, vous remercier pour la largeur des perspectives que vous nous avez offertes. Les difficultés sont énormes, vous l'avez très bien fait percevoir, et j'aimerais encourager toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle de penser comment nous pouvons, vous pouvez contribuer, ne serait-ce qu'un peu, peut-être beaucoup, à faire progresser cette cause. Pensez, puisqu'on était ici pour célébrer la mémoire de Fridtjof Nansen, eh bien, qu'un homme peut faire énormément, mais il en faut beaucoup. Une femme peut faire beaucoup, mais le courage doit être présent. C'était un homme courageux. Je crois qu'il y a beaucoup de courageux dans cette salle. Et si on peut faire avancer un tout petit peu cette cause, ben, c'est en partie à vous que, je l'espère, nous le devrons. Merci en tout cas énormément.